cette entorse à la laïcité. Et bien entendu, on est ravis de recevoir Éric Zemmour. Je ne le présente pas, l'avantage c'est que c'est facile, tout le monde le connaît, on gagne à peu près 10 minutes. Et surtout ce qui me paraît très intéressant, et je remercie le président du centre qui nous invite, l'Institut du monde multipolaire World Institute, d'avoir pensé à Éric Zemmour. C'est assez original parce que la géopolitique, un centre de recherche et d'analyse géopolitique, on croit que Zemmour ce n'est que de la polémique télévisuelle ou éventuellement de la métapolitique, mais Zemmour aime la géopolitique et on s'est dit que c'était original de commencer ce cycle de conférences. Il n'y aura pas que le même type de personnes, on aura dans l'avenir des tendances tout à fait différentes, des personnes qui ont d'autres activités, d'autres milieux professionnels ou même vues, ou même idées politiques. Mais on a voulu commencer l'inauguration de ce Multipolar World Institute avec Éric Zemmour parce que si la politique n'est pas tout, elle est dans tout, je dirais pareil pour la géopolitique. Et je commencerai directement sur cette question. Le Multipolar World Institute a pour but d'analyser un monde qui est de plus en plus désoccidentalisé ou qui ne supporte plus, non pas l'Occident traditionnel, judéo-chrétien, identitaire, gréco-latin, mais cet Occident Macworld. Cet Occident mondialiste, arrogant, qui fait de l'interventionnisme, cet Occident qui n'a plus grand-chose d'identitaire et qui a imposé au monde parfois des belles idées comme les droits de l'homme, mais de manière extrêmement arrogante et presque néo-impériale. Et ce monde multipolaire, on a l'impression que c'est uniquement quelque chose qui est lié au tiers-monde ou l'ex-tiers-monde, à des peuples qui ont été colonisés. Ce serait quelque chose qui ne nous concernerait pas. Eh bien, nous, au centre du monde multipolaire, on pense que le monde multipolaire concerne également l'Occident. De même que les peuples veulent se décoloniser et veulent une seconde décolonisation, c'est-à-dire, après avoir chassé les Européens, ils veulent les chasser psychologiquement, intellectuellement, religieusement, eh bien, c'est la même chose aussi, finalement, pour les peuples qui ne veulent pas obéir à Macworld, les peuples qui veulent rester souverains. Et ce sera ma première question. Est-ce que toi aussi, tu fais un lien entre ce monde de plus en plus multipolaire, où on voit de multipolarisation, parce que certains discutent cette multipolarité, est-ce que toi aussi tu fais un lien entre le retour des nations que veulent les soi-disant populistes et souverainistes, et ce monde qui, en dehors de l'Occident, ne veut plus obéir à cette religion des droits de l'homme, veulent être souverains chez eux, les Russes, les Turcs, les Irakiens, les Américains, America First, les Chinois, etc. Tu veux dire, est-ce que je lis la désoccidentalisation et le retour des nations? Oui, ça paraît étonnant comme question. Mais non, c'est pas étonnant, je réfléchis, je pense, non, je ne le relis pas. Je vais essayer de répondre globalement. D'ailleurs, si on peut nous apporter de l'eau en attendant, parce que je suis sûr qu'on aura soif. J'espère que tout le monde m'entend avec le micro, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Alors, d'abord, comment dire? D'abord, le monde multipolaire, d'où ça vient? On va essayer d'être logique. La première chose qu'il faut se souvenir, il n'y a pas si longtemps, on vivait sous un monde bipolaire. Il y avait, soit on était avec les États-Unis, soit on était avec l'Union soviétique. Tu ne me contrediras pas, je pense que le monde multipolaire, ça vient d'abord de la fin de l'Union soviétique et de la fin de ce monde bipolaire. Chacun a repris ses billes, si j'ose dire. Et d'ailleurs, on peut dire que dans ce nouveau cadre-là, l'OTAN est un anachronisme. En réalité, l'OTAN aurait dû être dissoute depuis les années 90, quand l'URSS a disparu et quand le pacte de Varsovie a sombré corps et bien. Ça, c'est une première chose. Donc, je pense que le monde multipolaire était inévitable à partir du moment où il n'y avait plus l'URSS, et ça n'a rien à voir avec, la désoccidentalisation du monde, et deux, avec le retour des nations. Je pense que ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs même, pour aller dans mon sens, tu te souviens que dans les années 90, on a vécu une hyper-occidentalisation du monde, puisque c'était la fameuse hyper-puissance le mot de Védrine sur les États-Unis. Et donc là, les Occidentaux ont cru justement qu'ils avaient gagné la guerre froide et que désormais, plus rien ne pourrait s'opposer à eux et qu'ils allaient vraiment finir cette occidentalisation du monde qu'ils avaient entreprise depuis, je dirais, le 19e siècle, ou même avant, puisque les premières colonies, c'est même le XVIIe siècle, etc. Donc
Donc je pense que là, il y avait une évolution de 4 siècles, et les Occidentaux, il faudrait d'ailleurs revenir sur cette notion d'Occident. On revient, si tu veux, si ça t'intéresse, on revient. Absolument, je pense que c'est fondamental. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, pour nous contemporains, l'Occident, c'est tout ce qui est soumis à l'Amérique. Alors que l'Occident, normalement, c'est l'Empire d'Occident. C'est-à-dire c'est Rome, c'est le successeur Charlemagne, qui s'est voulu Empire d'Occident. Il y a une différence d'ailleurs, puisque l'Empire d'Occident romain s'oppose à l'Empire et s'allie à l'Empire d'Orient romain, alors que l'Empire d'Occident de Charlemagne, et là vous allez voir que nous sommes très modernes, selon le grand historien Henri Pirenne, l'Empire d'Occident de Charlemagne ne prend conscience de lui-même qu'avec la poussée islamique des troupes de Mahomet qui viennent jusqu'à la Méditerranée. Et cette coupure par l'invasion musulmane du sud de la Méditerranée, qui coupe en vérité l'Empire romain, va faire prendre conscience aux contemporains de Charlemagne qu'ils ne sont plus dans l'Empire romain. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à l'arrivée de Mahomet à la Méditerranée, les gens se croyaient encore dans l'Empire romain, alors même qu'il avait été détruit 3 siècles plus tôt. C'est ce qu'on découvre en lisant Henri Pirenne, c'est tout à fait brillantissime. Et c'est ce que disent les chrétiens d'Orient qui s'appellent encore Rome entre eux. C'est logique, c'est tout à fait logique. Et Henri Pirenne l'explique très bien. Donc ça, c'est le deuxième empire d'Occident. Et après, en fait, l'Occident, il va y avoir une lutte terrible entre les puissances européennes pour reconstituer cet empire d'Occident. J'explique toujours dans tous mes livres. Il y a en vérité une nostalgie de l'Empire romain, une nostalgie de l'Empire romain d'Occident, et chacun, la France en particulier, mais les autres aussi, l'Empire des Habsbourg, l'Empire, vont essayer de reconstituer l'Empire d'Occident. À l'époque des rois de France, les rois de France sont très mal vus car ils sont le caillou dans la chaussure de Saint-Empire romain germanique. On se dit, mais ce petit roitelet, là, qu'est-ce qu'il a à résister bêtement et en fait, le petit roitelet français lui-même se dit, mais un jour je t'aurai et c'est moi qui reconstituerai l'Empire d'Occident. Donc là, il y a une lutte sur 1000 ans. Et la fin de l'histoire, qui est ma grande mélancolie, ma grande nostalgie, c'est que le dernier empire d'Occident européen, c'est l'empire de Napoléon. Il a voulu, dès qu'il a compris qu'il avait là un ensemble énorme, il a voulu mettre ses pas, évidemment c'était de la propagande, mais pas seulement, dans ceux de l'Empire d'Occident, de Charlemagne, et de l'Empire d'Occident romain, etc., pour bien montrer qu'il y a ça. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, juste avant, à la fin du XIXe siècle et juste avant la guerre de 14, c'est qu'on a des Américains qui ont décidé de supplanter les Européens comme empire d'Occident. Quand vous lisez le fameux discours du président Wilson lors de sa réélection, je crois que c'est en janvier 2016, si je ne dis pas de 1907, pardon, si je ne dis pas de bêtises, il explique que les États-Unis sont le futur empire d'Occident. Et tout le travail du XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour les États-Unis de supplanter, peu importe les alliances en vérité. J'écris dans le Destin français que pendant la guerre 14, les Américains en 17 sont venus soutenir les Français pour sauver les Allemands. En vérité, les Américains étaient là pour détruire les 3 puissances européennes qui avaient vocation à reconstituer cet empire d'Occident. C'est la France, l'Allemagne évidemment, et l'Angleterre qui voulait les empêcher. Mais à l'époque, excuse-moi de t'interrompre, l'Amérique veut-elle endosser l'Occident, continuer l'Occident ou la détruire pour toi? Est-ce qu'elle est déjà Macworld, cette excroissance mondialiste, ou est-ce qu'elle est encore occidentale? Mais je n'ai jamais compris tout ce que j'apprenais quand j'étais jeune. Avec le recul, je ne comprends pas. Tu sais, c'est la fameuse thèse de dire, même de Raymond Aron, tu vois, de dire les États-Unis sont un empire malgré eux. Tu sais, c'est la grande thèse, quand on était jeune, on apprenait ça. Et franchement, à force de travailler là-dessus, je n'y crois absolument pas. Je pense que les élites, évidemment, américaines, dès la fin du XIXe siècle, ont compris qu'ils avaient un pays immense, qui avait tous les moyens de devenir la première puissance mondiale et qui avait décidé de décentrer l'Occident. C'est dans le président Wilson, c'est dans le Theodore Roosevelt,
Ces gens-là, avant le président Franklin Roosevelt, tu comprends. Et Franklin Roosevelt lui-même, tu sais où il commence sa carrière? Chez le président Wilson. Il est au cabinet du président Wilson, comme par hasard. Mais cet Occident-là est-il encore civilisationnel ou est-il déjà en passe de devenir Macquarie? Il est civilisationnel, il est l'Occident blanc, il est simplement, les États-Unis veulent remplacer les pays européens comme pôle dominant. Il y a un transfert d'hégémonie, mais pour eux, c'est la même chose. Ils vont obliger d'abord leurs alliés, c'est-à-dire les Anglais et les Français, à se soumettre à leurs règles, hein, le libre marché, la démocratie représentative, etc. Et puis l'Allemagne. Et à chaque fois qu'ils vont battre un pays européen, qu'ils vont le vaincre, et ben, ils vont lui imposer ces règles, jusqu'à, tu as vu, après 89, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose avec les pays de l'Est. Ils ont immédiatement américanisé tous ces gens, occidentalisé tous ces gens. Moi, je pense qu'il y a un vrai projet impérial américain depuis le début. Quand je dis le début, tu comprends bien, je ne parle pas du XVIIe siècle, évidemment, mais à la fin du XIXe siècle, ça commence, et ça n'a jamais cessé. Mais quand est-ce que ce projet cesse d'être uniquement occidental? Et vous savez, c'est le grand questionnement de Samuel Huntington. Je sais bien. Dans son livre Qui nous sommes, il disait qu'il y a un risque que nous cessions d'être occidentaux si on se tire en bise. Alors, si on accueille trop d'immigration extra-européenne. J'ai lu Huntington, le livre Qui sommes-nous, qui est supérieur d'ailleurs, oui, d'après mon fameux le dernier livre sur Huntington. Et effectivement, tu as raison, Huntington, lui, a compris que l'empire d'Occident américain allait mourir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je crois, en 1965, qu'ils suppriment leurs règles d'immigration qui étaient « on n'accepte que des Européens », on a oublié ça. Mais jusqu'en 1965, les États-Unis refusaient des non-Européens, à part évidemment les esclaves noirs, évidemment. Mais c'est pour ça que souvent les Asiatiques étaient parqués, etc. Il y a des quotas pour les autres, pour les non-européens. Et à partir de 1965, ils suppriment cette règle des quotas. Et donc Huntington a très bien compris qu'il y avait là, en particulier venant du sud des États-Unis, une re-hispanisation d'une partie des États-Unis qui allait petit à petit désagréger les États-Unis. Et à quoi s'ajoute, exactement comme en France, exactement comme en Europe, le politiquement correct. C'est-à-dire que le politiquement correct qui est, qu'est-ce que c'est? On érige les minorités en dominateurs de la majorité. On estime que les minorités ont désormais le pouvoir d'imposer, en souvenir de du fait qu'ils ont été des victimes, de l'homme blanc hétérosexuel. Maintenant, c'est le temps de la revanche pour toutes ces minorités, qu'elles soient raciales, sexuelles, ethniques, et donc elles doivent désormais dominer la nation. Et effectivement, Huntington voit très bien que c'est un élément de désagrégation absolue. On le voit aujourd'hui aux États-Unis, on le voit en France, on le voit dans tous les pays d'Europe, on le voit dans tous les pays d'Occident. Ça, c'est une désoccidentalisation de l'intérieur. On en parlera sans doute après. Et il y a la désoccidentalisation. Moi, si tu veux, je ne pense pas. Si tu veux, moi, je n'oppose pas, en fait. Qu'est-ce que c'est quand tu dis Macworld? Ça veut dire c'est l'américanisation. Oui, pour Benjamin Barber, c'est une excroissance anglophone, effectivement, mais qui devient mondiale et qui échappe à son créateur américain, qui devient mondialiste. Bien sûr, mais elle échappe à son créateur américain. Il n'empêche que la culture américaine a envahi. Oui, elle échappe à moitié. Voilà, elle échappe à moitié. Et puis aussi parce qu'ils font des mauvais choix stratégiques, etc. Moi, je pense que, bon, pour répondre alors, à ta problématique d'origine, je pense que le retour des nations, c'est autre chose. D'accord. Comment te dire? Je pense que la mondialisation, la globalisation, comme disent les anglo-saxons avec pertinence, parce que la mondialisation, il y a toujours eu, évidemment, il y a toujours des échanges dans le monde. La globalisation, en uniformisant, c'est ce que tu as dit, ce que tu appelles la Macworld, etc., en uniformisant culturellement le monde, provoque des réactions identitaires de peuples qui ne veulent pas subir cette occidentalisation et cette américanisation. Encore une fois, c'est devenu synonyme aujourd'hui. Le général de Gaulle, finalement, il annonçait déjà ça.
Bon, donc là, on a quelque chose qui touche toutes les nations, puisque la mondialisation, la globalisation a américanisé le monde entier. Et donc en réaction, les peuples se disent non, moi je ne veux pas être complètement américanisé. Donc en ce sens, le populisme, ou ce qu'on appelle le populisme, tout simplement, comme dit De Villiers, la volonté des peuples de ne pas mourir, s'inscrit dans cette... C'est gentil de citer De Villiers, parce que c'est une phrase qui m'a piqué, mais c'est De Villiers, le roi des voleurs. Et je lui dis, en plus, je t'assure que c'est vrai. Te connaissant, tu l'as dit en face. Exactement, je l'ai appelé pour lui dire, il me moquait de lui, et il m'a dit, mais c'est pas grave, c'est un hommage que je te rends. Mais enfin, c'est Villiers. Non, plaisanterie mise à part, je pense que ce n'est même pas ça. Je pense que le populisme, effectivement, ce que j'ai dit, c'est le cri des peuples qui ne veulent pas mourir, mais ça, c'est face à l'immigration. Je pense que c'est encore autre chose que notre discussion de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une américanisation culturelle, qu'analyse très bien Régis Debray dans tous ses livres, qui est ambivalente. C'est-à-dire, il faut comprendre en même temps que les peuples aiment une partie de cette américanisation. Ils aiment les films américains, ils aiment les séries américaines, ils aiment le mode de vie, les gosses vont au McDonald's, ils aiment ça. Il y a un goût pour la servitude des peuples du monde entier qui aiment ce fameux software, software américain. Donc ça, je pense que les peuples ne se révoltent pas contre ça. Ce sont certaines élites qui se révoltent. En revanche, comme la Boétie. Exactement. Je pense à ça. La servitude volontaire. Il y a une servitude volontaire au modèle américain qui fascine jusqu'aux Chinois. On a bien vu que j'avais lu quelque chose, je ne sais plus, qui disait l'URSS avait perdu quand les gens de l'Est rêvaient de mettre des jeans Lewis et d'avoir un concert des Rolling Stones. C'est tout à fait pertinent. Alors les Chinois ont-ils perdu d'avance? Oui, pour ça, oui. Il y a une vraie fascination du modèle américain qui subsiste. Et tu vois les élites chinoises qui mettent leurs enfants dans les facs américaines, etc. Ça subsiste. Donc je pense que le populisme, ce n'est pas ça. Le populisme, pour moi, c'est la réponse au grand remplacement. Donc tu adhères à la thèse du grand remplacement, même si c'est la thèse la plus diabolisée après celle de Clinton, la généralisation. C'est même plus que Clinton, je pense. Plus que lui, quand même fort. Je pense qu'elle est plus diabolisée que le... Mais lui, il a fait fort parce que l'ONU, on a créé un comité des sages contre le choc des civilisations juste pour lutter contre sa thèse. Mais oui, je pense que le grand remplacement, c'est encore plus diabolisé. Mais parce que les gens font semblant de ne pas comprendre que ce n'est pas une théorie, c'est simplement un constat devant une réalité, et ce n'est pas une réalité autentée, c'est évidemment une réalité d'un processus. Renaud Camus, que je connais bien, n'a jamais dit que le grand remplacement c'était aujourd'hui. Il dit simplement c'est un processus qui a commencé il y a une trentaine d'années et qui fait que des populations venues du Sud, à démographie très dynamique, sont en train de remplacer petit à petit, à marginaliser les peuples indigènes, les peuples qui sont là depuis des siècles, en Europe en particulier. C'est assez évident, il suffit de se balader dans Bruxelles, il suffit de se balader partout en France, pour voir que c'est une réalité. C'est une réalité d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure devant les caméras, c'est une réalité double, c'est-à-dire que c'est une réalité démographique, hein, on connaît tous les chiffres, il y a 500 millions d'Européens, il y avait 100 millions d'Africains en 1900, 300 millions dans les années 60, il y en a 1 milliard aujourd'hui, il y en aura 2 milliards en 2050, 4 milliards en 2100. Les chiffres sont implacables. Donc simplement, s'il y a 10% de ces gens-là qui viennent en Europe, c'est terminé, il n'y a plus d'Europe, et on les remplacé. Et c'est ce qui se passe depuis 30 ou 40 ans, petit à petit. Donc les chiffres sont simples en fait à comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a donc ce processus-là, et il y a un deuxième processus, qui est que ça pourrait se passer mieux si les nouveaux venus prenaient la culture, les mœurs, adoptaient l'histoire, des gens... S'assimiler, comme tu dis. Et oui. Et non pas s'intégrer. Tu fais une différence. Moi, je suis souvent intégré. Ah non, mais moi, c'est intéressant d'avoir ton... Moi, je vais te dire, je reprends... sur ces deux termes. C'est très simple. Je prends la formule de grand historien Brodel, que j'ai retenue parce que c'est grâce à lui que j'ai compris justement l'entourloupe sémantique que je vais t'expliquer après. Brodel dit, en parlant d'identité française, il dit les immigrés italiens, ça commence avec les Belges d'ailleurs,
les Belges, les Italiens, les Allemands, les Polonais, les Russes, tous les immigrés européens qu'on a eus, se sont intégrés facilement en s'assimilant. En fait, c'est Brodel qui a raison. Il n'y a pas d'opposition entre intégration et assimilation. L'assimilation permet l'intégration. C'est-à-dire que comme tu deviens le même, eh ben, tu t'intègres dans ta nouvelle population. Ah oui, donc tu ne rejettes pas totalement le terme intégration s'il est assorti d'assimilation. Mais bien sûr, mais parce qu'en fait, on a inventé, on a réutilisé le mot intégration, en fait, pour dire le multiculturalisme. Donc c'est l'intégration inclusive. Voilà. Tarte à la crème. Exactement. C'est-à-dire que le mot intégration a servi, dans un premier temps, je m'en souviens très bien, c'était le combat idéologique des années 80. Je me souviens très bien d'une interview d'Harlem Désir, le premier président de SOS Racisme, qui avait dit dans Libération, on est en 85-86, et tout est dit avec ça, il avait dit, avant en France, il y avait l'assimilation ou le départ, le retour au pays. Aujourd'hui, nous avons aussi l'intégration. Et là, l'entourloupe sémantique était actée. Donc il y a même un glissement sémantique. Mais bien sûr, ouais. Le mot intégration, en vérité, est un oxymore, c'est devenu la désintégration. Ils disent intégration pour dire désintégration. Ils disent intégration pour dire refus de l'assimilation. Ils disent intégration pour dire multiculturalisme. Mais au départ, le mot intégration, c'est pour ça qu'il y a un jeu. Ah, mais c'est intéressant parce qu'on t'a fait le procès d'être contre l'intégration, même au sens positif du terme. Mais cette mise au point est intéressante. Le mot positif n'existe plus. Et quand tu as la déclaration, je crois que c'est en 2004, des ministres européens qui font une déclaration que Michel Tribala cite tout le temps, et qui dit, l'article 1 de cette déclaration, qui dit l'intégration est un mouvement à double réciproque entre ceux qui viennent et les non-immigrants. Parce que maintenant, nous ne sommes plus des Français de souche, on est des non-immigrants. On est des résidents. On est plus autochtones. Exactement. C'est ça le vocabulaire. Et dans le vocabulaire de l'INSEE, vous avez immigré et non-immigré. Donc c'est l'immigré qui est devenu la référence. Ce que je te disais tout à l'heure, pour le politiquement correct, qu'est-ce que c'est le politiquement correct? C'est la minorité qui devient la référence, qui devient la norme. Et la majorité doit s'adapter à la minorité. Ben là, c'est la même chose. Donc c'est la tyrannie des minorités. Exactement. Et donc là, tu as, si tu veux, un système qui est l'intégration qui devient une discussion, une négociation. Donc tu vois bien que l'intégration qui était l'aboutissement d'un phénomène d'assimilation, c'est fini. C'est devenu une négociation d'égal à égal. C'est-à-dire que l'étranger a le même droit que celui chez qui il vient, et il a le droit d'imposer sa propre culture, puisque sa culture est égale à celle de celui de l'autochtone. Alors justement, ça anticipe une autre question. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a deux phénomènes. Oui. Le populisme, c'est la réponse à ça. C'est la réponse à un phénomène démographique, et c'est la réponse à un phénomène culturel. Mais ça peut déjà être un danger, mais il y a quelque chose qui est assez inexplicable. McWord, en tant que consumérisme village global, peut être comme ça et vouloir que tout soit équivalent et multiculturaliste pour détruire les nations, on fait venir plein de gens. Mais là où il y a une contradiction, peut-être que tu as la réponse, et c'est la question de beaucoup de souverainistes ou de patriotes. McWord est consumériste, McWord est pour les LGBT, McWord est individualiste. Il est à l'opposé total de l'islamisme radical. Alors pourquoi le favorise-t-il? Pourquoi fait-il venir aussi ceux qui sont le plus contre son système? Là, je reprends le livre aussi de Benjamin Barder, Djihad versus McWord. McWord déracine, mais Djihad est son meilleur opposant. Alors, est-ce qu'ils sont complices à ce point? Comment expliquer cette contradiction interne? J'essaye de ne pas être paranoïaque. C'est pas facile, par contre. Si on a un second verre, ce serait sympa. Mais je pense qu'il n'y a pas... Moi, je suis un lecteur de Christopher Lage, je suis un lecteur de Michéa, qui est lui-même un lecteur de Christopher Lage, et ces gens-là expliquent, je crois, très pertinemment, qu'il y a une alliance entre les libéraux et les libertaires, c'est-à-dire entre ce que tu appelles McWord, c'est-à-dire le marché, et effectivement les libertaires post-68, c'est-à-dire la défense des minorités de l'individu. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché veut un consommateur, veut transformer la personne en individu et l'individu en consommateur. Et il veut transformer, il veut détruire tout ce qui résiste
a cet instinct de consommateur. Donc il veut détruire les nations, les peuples, les sexes, les familles, etc. Ça, cette logique est assez imparable. D'où l'alliance. Là, on comprend. Là, on comprend. Voilà, exactement. C'est quand on favorise l'islamisme que moi, je pense que j'ai Mais cette parce question. que, Pourquoi mais parce que c'est la. Tu sais, tu connais l'histoire, la célèbre histoire du serpent du serpent. Ah oui, sur le crocodile. Le scorpion. Pour le scorpion, merci. Scorpion. Le scorpion sur le crocodile et qu'il le pique quand il traverse le lac et qu'il lui dit mais pourquoi tu m'as piqué parce que tu vas couler. Il lui dit mais c'est l'Afrique, c'est ma nature. Je pense qu'il y a une logique nihiliste dans le marché, il y a une logique destructrice, il y a une logique individualiste, on l'a dit, et il est inévitable que cette logique individualiste provoque une réaction identitaire. Et donc cette réaction identitaire, elle est le populisme, mais elle est aussi l'islam. Et deuxièmement, n'oublie pas que l'important pour le marché, c'est qu'il y ait des consommateurs. Or, c'est pas parce qu'on est islamiste qu'on n'est pas consommateur. Ah oui, ils vont McDo. Exactement. McDo halal. Donc ils sont McDo compatibles finalement. Et le halal est un marché gigantesque. Donc il n'y a pas de problème, tout est marché. Moi, je me souviens très bien des discussions que j'avais avec les hommes politiques, quand j'étais journaliste politique traditionnel, il y a 20 ans, il y a 10 ans, et où j'étais, en fait, moi je suis sensible à ce phénomène d'islamisation depuis l'histoire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, des 4 filles voilées de Creil en 1989. Moi, avant, j'étais un bisounours comme un autre. Et oui, comme en plus, moi je venais d'Algérie, mais ma famille venait d'Algérie, j'étais moi-même exotique par rapport à la culture française de départ, je me disais, bon, bah, ils vont faire tous comme nous. Après tout, mon grand-père parlait mieux arabe que français. Et puis, vous voyez, bon, on s'est arrivé assez vite, on s'est assimilé, on a donné des prénoms français aux enfants, à l'école, enfin, le schéma habituel. Je me suis dit, ils vont suivre ce schéma habituel. Et j'avoue que j'ai eu un choc avec ces 4 jeunes filles voilées de Creil. Je me suis dit, ah là, c'est pas du tout le chemin habituel. Ils sont en train de faire marche arrière et de revenir. Donc depuis lors, je suis sensibilisé à ça. Et quand je discutais avec les politiques de droite et de gauche, ils avaient toujours la même réponse. Ça pourrait faire un titre de livre. C'est mais ne t'inquiète pas, ils voudront tous acheter des Nike. Cette phrase m'a vraiment frappé parce que on avait l'impression qu'ils s'étaient donné le mot. Qu'ils s'étaient volé le mot comme Villiers, tu vois. C'est marrant, c'est ce que disait Fitoussi à Sciences Po. En prépa, il disait, c'est pas grave, ils vont tous consommer, même les délinquants, ils vont consommer. Et ben voilà. Donc c'était passé le mot. Après tout, les élites parisiennes, c'est un tout petit monde. On peut imaginer que la phrase ayant plu à l'un ou l'autre, que ce soit comme ça, a passé le mot. Et en fait, on comprend aujourd'hui, c'est la réponse à ta question. Ils ont acheté des Nike. Tout le monde achète des Nike. Et d'ailleurs, on voit même, ça me frappe beaucoup parce que ça m'amuse beaucoup, si j'ose dire, même chez les jeunes femmes voilées de pied en cap, elles ont des jeans et des tennis. Ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, contraire à la religion, puisque dans les 3 religions monothéistes, les femmes n'ont pas le droit de porter des vêtements d'hommes. Enfin ça, je crois que il y a du boulot là, on leur expliquer leur propre religion, mais ça c'est autre chose, ce qui prouve bien d'ailleurs que c'est un étendard politique et non pas religieux. Mais c'est pour te dire que la consommation n'est pas du tout incompatible avec la religion. Alors ça voudrait dire finalement, on est presque dans une thèse matérialiste, ça voudrait dire que ceux qui ont le plus intérêt et qui tiennent vraiment les ficelles de l'immigrationnisme sont plus le pôle économique, celui qui a intérêt à la consommation, que la gauche laïque qui, elle, serait un petit peu cocufiée. Parce qu'à long terme, c'est pas valeur, la gauche laïque. Tu as tout compris et je vais aller encore plus loin. En vérité, il y a en particulier dans les élites européennes, c'est-à-dire à Bruxelles, ils ne sont pas complètement stupides. Et nos raisonnements démographiques, ils les font aussi. Mais eux, ils ne les font pas comme nous. C'est-à-dire que pour eux, la démographie européenne est en déclin, et donc nous allons avoir un problème économique. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus assez de consommateurs. Il n'y aura plus assez de gens non seulement productifs, mais ça, à la limite, on peut le résoudre, mais il n'y aura plus assez de consommateurs pour les grandes entreprises. Donc le marché européen risque une atrophie économique. C'est ce qui risque de se passer au Japon. Vous avez vu, il y a des tas de papiers là-dessus. Il y a une pression idéologique pour pousser les Japonais
prendre des immigrés, ce qu'ils ne veulent pas faire. Ils sont le dernier peuple. Et on les traite de racistes pour ça, Exactement. contre l'immigration. Donc, le raisonnement est le suivant. Il faut faire venir des immigrés en masse pour compenser la dénatalité européenne et pour remplacer les consommateurs, non pas les travailleurs, sauf ce que je disais tout à l'heure, les travailleurs à la périphérie, c'est-à-dire les livreurs de pizza, les gens dans les cuisines. Tu as remarqué que tous ces gens qui servaient la boboïtude de centre-ville, elle est immigrée. C'est rarissime qu'on voit un Français de souche dans ce genre de métier. Donc, pour servir la domesticité des vainqueurs de la mondialisation, on les fait venir. Et pour le reste, il faut des consommateurs. Et la France est terriblement en avance là-dedans, dans ce système pervers. Je ne sais pas si tu lis, je te recommande, si tu ne le fais pas, les articles de Pierre Vermeuren, l'historien, dans Le Figaro, qui explique très bien, c'est sa grande thèse, et elle est très intéressante. Il explique que la France, contrairement à l'Allemagne par exemple, qui reste un pays traditionnel où on produit encore beaucoup, on vend contre l'extérieur, une espèce de raisonnement colbertiste encore, hein, mais la France, elle, est passée dans un autre système où l'économie ne produit très peu de choses, où on est dans un système de consommation. C'est-à-dire qu'on prend de l'argent aux riches, on le distribue par le social, et les gens avec le social consomment. Et la machine tourne comme ça. Et donc tu vois bien que dans ce cas-là, l'immigration n'est pas nécessaire, elle est indispensable. Puisque, comme en plus ce n'est plus une immigration de travail, pour l'essentiel c'est une immigration de peuplement, une immigration familiale. Donc ces gens-là, on les fait venir exprès pour qu'ils consomment, avec de l'argent qu'on va leur donner. Mais ça veut dire que McWorld accepte même la délinquance, puisque toutes ces périphéries cher, gérées par des caïds, finalement, ça leur est égal. Mais mon cher, si tu lis les théoriciens les plus libéraux, ils t'expliquent que ces gens-là sont tout à fait adaptés au capitalisme. Ah oui, bien sûr. Et tu as vu que les Anglais, je crois que ce sont les Anglais ont récemment mis dans le calcul de leur PNB les revenus de la prostitution et du trafic de drogue. Ah, on est d'accord? Je ne suis pas fou. Donc, si tu veux, c'est une logique économique. C'est une logique économique. Donc, il faut bien comprendre ça. Et ça, je le comprends petit à petit. Tu vois, même moi, on apprend toujours, parce que c'est très intéressant. Il y a une volonté. Alors là, c'est ton alliance. Là, tu la tiens, ton alliance. Mais ton alliance, elle est économique. Oui. Et la gauche, finalement, elle sert de caution légitimatrice, comme dit Diego Fusaro, le philosophe italien un peu souverainiste. Il dit la gauche est cocufiée par le grand capital, et si elle était vraiment de gauche révolutionnaire, elle serait la première à être contre la mondialisation. Deux choses. Jean-Claude Michéa a dit ça dans tous ses livres depuis 20 ans. Il répète toujours la même chose. C'est simple, hein. Vous lisez Jean-Claude Michéa il y a 20 ans, et aujourd'hui, il écrit toujours le même livre, il répète ça. C'est simple. Et deuxièmement, ça ne devrait pas t'étonner. La gauche, c'est la bourgeoisie. La gauche, on le sait depuis Voltaire, depuis le XVIIIe siècle. Et la gauche, c'est la bourgeoisie qui impose la loi du marché. La gauche ou la nouvelle gauche? Mais la gauche depuis toujours. Ah, depuis toujours. Tu sais, je te dis, Voltaire, c'est la gauche. C'est le libéralisme. Le libéralisme a été déporté à droite à cause du communisme. Tu comprends? Bon, les gens ont eu peur pour leur propriété. À partir du moment où il n'y a plus de communisme, tu reviens au système du 19e siècle. Et là, le libéralisme, c'est la gauche. Donc c'est Benjamin Constant. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est Benjamin Constant. Donc c'est pour ça que les anglo-saxons, pour toi, sont cohérents lorsqu'ils parlent de liberals, pour parler de ce que nous on appelle la nation. Bien sûr. Et est-ce que tu remarqueras que les anglo-saxons n'ont pas eu de communisme. Donc c'est assez clair, c'est assez simple à comprendre. Et donc, on est revenu, Macron est un libéral. Et Macron avait dit, avant son élection à la présidence de la République, le libéralisme est de gauche. Il avait tout à fait raison. Alors justement, une question qui revient un peu au centre du sujet, comment les nations européennes, ou plutôt les États-nations, vont-ils pouvoir relever ces défis? Celui de l'islamisme radical, celui connexe de l'immigrationnisme et McWorld. Et cette entreprise, ce grand capital déraciné qui a besoin de détruire les États-nations, ça fait quand même pas mal d'ennemis. On pourrait même rajouter l'Église aujourd'hui catholique qui parfois rend jaloux l'extrême gauche dans la défense
des migrants. J'allais dire. On a plusieurs pôles de mondialisme finalement, des matérialistes athées de type idéologique, les marxistes, des matérialistes économiques, Macron, des islamistes, l'Église catholique. Ça fait quand même comment on peut résister à tous ces faisceaux de mondialisme antinationaux. Je vais te dire quelque chose. La logique, je dis bien la logique, c'est-à-dire s'il n'y a pas vraiment de prise de conscience, de choses vraiment puissantes, la logique veut que les États-nations s'invitent. C'est ce qui se passe globalement depuis 40 ans. Hein, d'accord. Pourtant, ils ont toujours le dernier mot à un moment ou à un autre, les États-nations, s'ils existent. Non, moi je ne trouve pas. Qu'est-ce qui a le dernier mot? Tu veux dire même face au fascisme, au communisme et tout ça? Face au nazisme, c'est la Russie qui a gagné, qui a arrêté la machine, c'est pas les États-nations. Donc c'est les empires. C'est les rapports de force. Tu sais, moi je n'ai pas de théologie d'État-nation, je ne pense pas. C'est comme quand on dit les démocraties ne se font jamais la guerre. Je n'y crois pas. Tu vois, je ne pense pas du tout qu'il y ait une logique que l'État-nation à la fin gagne toujours, ou que les démocraties à la fin gagnent toujours. Je n'y crois pas. Donc ce qui te différencie de Télina, que j'aime beaucoup aussi, j'imagine que tu l'apprécies aussi, c'est que tu es un peu moins optimiste. Ah, mais je suis pas. Lui, il dit souvent, non, on va y arriver, ça va revenir. Non, mais moi je ne suis pas du tout optimiste. Oui, on avait compris. Non, moi, moi je pense que, tu sais, il y a une très belle phrase de René Girard, je vais y arriver, de René Girard, tu sais, le grand philosophe qui est mort il n'y a pas longtemps, oui. Et qui a inventé les concepts de désert mimétique, etc., qui dit, dans son dernier livre, qui s'appelle L'Apocalypse, c'est pas vraiment optimiste, qui dit il faut que nous allons rentrer dans un temps où nous serons plus près des croisades et de Charles Martel que de la Révolution française et de l'industrialisation du Second Empire. C'est-à-dire que je pense que nous sommes en train de vivre un basculement historique, de psyché historique, si j'ose m'exprimer ainsi. Pendant 2 siècles, on a vécu, toutes les générations successives se sont positionnées par rapport à la Révolution française et par rapport, comme il dit, à l'industrialisation du Second Empire, c'est-à-dire en gros la lutte des classes. Voilà. C'était le déterminant de tous, on était d'un côté ou de l'autre, on était pour la Révolution française ou contre, on était pour la bourgeoisie ou pour les ouvriers, on était pour le communisme ou pour le libéralisme, comme on disait, etc. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons à un moment qui nous rapproche beaucoup, au contraire, des croisades et de Charles Martel. Soit, parce que je pense, tu m'as lu, je pense que les croisades ont été en vérité un moment extraordinaire de l'Europe. On a sauvé l'Europe de l'invasion musulmane, mais évidemment, c'est pas du tout ce qu'on nous a raconté, c'est pas du tout ce qu'on nous en a dit, c'est pas du tout une agression, c'est au contraire une défense farouche et magnifique qui a permis de sauver l'Europe et qui a permis à l'Europe de retrouver de se retrouver ses fondamentaux grecs et de l'Antiquité et de devenir ce qu'elle est devenue. Donc soit on a une réaction qui tient du miracle, soit on va s'écrouler sous tous les adversaires que tu as décrits. Je pense a priori qu'il y a une aspiration à l'écroulement. C'est-à-dire que je pense que les peuples européens veulent sortir de l'histoire. Les peuples européens sont trop de guerre. Ça rejoint ce que j'écris sur la pulsion de mort. Exactement. Donc toi tu dis c'est une aspiration. Mais donc tu penses comme moi qu'à un moment c'est presque une attirance. Exactement. Pour l'autodéclin. Oui, absolument. Alors on peut rien faire si c'est ça. Mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, le désir de servitude, la Boétie. Il y a un désir de servitude, il y a un désir de soumission, il y a un désir de destruction et un désir de mort. La pulsion de mort de Freud, on n'a rien inventé. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a ça qui travaille les peuples européens, qui font plus d'enfants, déjà tout bêtement, parce que tous les peuples européens ont une natalité déplorable, qui ne renouvellent même pas les générations. On croit que les Français sont une exception. En réalité, c'est faux. C'est faux, puisque les taux français hors immigration, c'est 1,6, 1,7, et que c'est les familles immigrées qui ont un taux de 2,8, 2,9. Donc les non-immigrés, comme dit l'INSEE, font moins d'enfants que la moyenne, enfin que la nécessité qu'on devrait avoir pour se renouveler, et c'est les chiffres de l'immigration qui changent tout. Donc il y a un instinct de mort dans les peuples européens. Je pense que
les 2 guerres mondiales ont été décisives. Tu sais, Chateaubriand disait dans les Mémoires d'Outre-Tombe, de façon injuste d'ailleurs à mon sens, mais bon, il disait Napoléon a dégoûté l'Europe de la guerre. Il n'avait pas connu 14-18 et 39-45, ce brave Chateaubriand. Donc c'est la thèse de Ernst Nolte, la guerre civile européenne nous a épuisés. Oui, je ne sais pas si c'est une guerre civile, d'ailleurs on pourrait en discuter. Parce oui, quand les Japonais affrontent les Chinois, tu vois, c'est pas forcément ça, c'est cette guerre européenne. Mais en tout cas, cette guerre qui a duré 3 siècles en vérité, entre les 3 grands peuples européens, les Anglais, les Allemands, les Français. Je parle des 3 grands peuples modernes, parce que évidemment que les Italiens sont un grand peuple, tu vois. Mais il y a plein dans la salle. Voilà. Mais non, c'est vrai, c'est une évidence. Mais les Italiens avaient renoncé à l'hégémonie européenne depuis l'Empire romain. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc les 3 grands peuples qui se sont disputés l'hégémonie européenne et donc mondiale se sont épuisés dans ce combat en vérité. Donc on finit par être supplanté, ce qu'on disait en début de conversation, par les Américains qui ont décintré l'Occident. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore pire, c'est-à-dire que nous arrivons à une Europe qui est détruite de l'intérieur, qui est colonisée de l'intérieur. Tu sais, l'ancien président du Sénégal, Senghor, quand il en avait marre que les Africains se plaignent de la colonisation française, il disait avec moquerie, il disait « pour être colonisé, il faut être colonisable ». C'est la thèse d'Yves Lacoste aussi sur la géographie du sous-développement. Donc je pense que nous sommes aujourd'hui colonisables. Et que si on voit bien qu'il y a, comme toujours en histoire, il y a 2 mouvements. Tu vois bien qu'il y a cette fascination pour l'autodestruction et pour la mort et pour la soumission à l'islam. Et il y a une réaction de vie qui dit non, je ne peux pas mourir, je ne peux pas me soumettre. C'est ce que les élites appellent le populisme. On est optimiste, alors il y a quand même des gens, la preuve tu écris, il y a des gens qui veulent encore se battre. Mais bien sûr. Il y a encore une possibilité. Mais bien sûr, il y a toujours, tu sais, tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas mort. Donc voilà, tout peut arriver. Je dis que, non, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est la différence entre la raison et l'espoir. C'est pas la même chose. La raison me fait analyser les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on est mort. Et on va être détruit par l'islamisation de tout le continent, et en particulier de la France et de la Belgique. Maintenant, si tu me dis, est-ce qu'il me reste un espoir? Oui, évidemment. Tu vois, c'est pas de l'optimisme, tu comprends ce que je veux dire? L'optimisme, ça voudrait dire, je pense que tout va bien aller parce que ma raison me dit que ça va bien aller. Non, ça non. Mais en revanche, oui, je me dis toujours, sinon je me battrais pas comme ça, j'ai des enfants, voilà, j'ai pas du tout envie que ma fille sorte voilée dans la rue, donc voilà, et on est tous dans ce cas-là. Donc deuxième idée reçue détruite, Zemmour ne pense pas qu'on est totalement foutu. C'est un peu parfois, certains disent, il veut pas donner de solution, il pense qu'on est foutu. Non, tu as quand même un espoir, même sans être optimiste. Je fais exprès, parce que j'en ai assez des gens qui pensent, tu sais, c'est toujours dans toutes les salles où je vais, j'ai toujours une question à la fin qui me dit, mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'espoir? Et j'ai envie de lui dire, bah non. Pas pour en donner, juste pour en donner. Non, tu sais, il y a une très belle phrase, je crois que c'est Bernanos qui dit, on nous vend l'optimisme comme un pacifisme. Et il dit, à un moment, qu'est-ce que c'est que l'optimisme? C'est l'espérance des lâches et des imbéciles. Et ben, c'est exactement ce que je pense. Donc, je ne veux pas être optimiste, parce que je ne le suis pas, je suis sincère. Maintenant, je pense en plus que c'est uniquement quand on a, si tu veux, la lucidité, qu'on peut se dire, bon, bah alors, puisque c'est ça, je n'accepte pas le destin qui m'est tu vois, annoncé, et je ne suis pas condamné, je vais me révolter contre ça. Voilà, mais sinon, franchement, tout me pousse à être pessimiste. Et pourtant, on voit en Amérique latine un reflux de la pensée gauchiste, anti-occidentale qui a sévi pendant les années 90. On voit des Bolsonaro qui arrivent au pouvoir, alors on peut les trouver tout ce qu'on veut, critiquables, caricaturables, mais ce sont quand même des souverainistes qui luttent contre tout ce que veut Macron, y compris au niveau sociétal. On a un Trump aux États-Unis, on a la montée de soi-disant populistes ou souverainistes, on les appelle comme moi je dirais patriotes, en Europe de l'Ouest. On a aussi Visegrad,
Mais tout ça, est-ce que ça donne pas quand même l'idée d'une réaction en cours? Mais c'est évident. Donc, tu as tout à fait raison. peut se réveiller. Mais c'est évident, tu as raison, c'est-à-dire que ça a fini par susciter une réaction. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à l'interview, je pense effectivement aujourd'hui, le clivage, c'est ça. Et Macron a raison. Alors, évidemment, il emploie le mot populiste pour salir l'adversaire, bien sûr, on comprend bien, c'est classique. Mais sur le fond, il a raison. Il y a ce qu'il appelle les progressistes, c'est-à-dire les modernistes, c'est-à-dire les mondialistes, c'est-à-dire qui sont alliés aux islamo-gauchistes. Ça, il le dit pas, mais c'est quand même ça objectivement. Et évidemment à l'islam. Et puis il y a ce qu'il appelle les populistes, et après tout, tu sais, c'est un classique de l'histoire des idées. On retourne le stigmate. Eh ben, soyons fiers d'être des populistes. Et voilà. Et il y a des populistes, il y a ce que tu appelles les patriotes, c'est-à-dire effectivement les souverainistes, appelons-les comme on veut, les nationalistes comme on veut. En vérité, les mots n'ont pas d'importance. En vérité, là, en l'occurrence, on voit bien quel est le clivage, on voit bien où la ligne passe, on voit bien effectivement qu'on se détermine par rapport à ça. Moi, je vois, par exemple, même vis-à-vis de moi dans la rue, des comportements. Favorable aussi. Très favorable, mais très défavorable aussi. C'est-à-dire qu'il y en avait moins avant. Et de plus en plus de gens m'insultent, etc. Et de plus en plus de gens viennent me voir. On sent bien qu'il y a une polarisation. On a connu ça avant, quand il y avait les socialo-communistes, comme disait Pasqua, contre les forces de la liberté, comme disaient les gens de droite. Tu sais, c'est cette polarisation qui fait que tu penses que l'adversaire est vraiment un ennemi. Toutes les théories de Carl Schmitt. Et ben, je pense que nous sommes en train de vivre ce moment où l'adversaire est en train de devenir un ennemi. Et donc, là, ça va être irréductible. Et c'est pour ça que ça se tend partout, tu as raison. C'est pour ça que moi, je pense que l'année 2016 a été un basculement. Brexit, Trump, et ce qu'on ne dit jamais, la défaite de Renzi en Italie. Renzi, c'était l'ancêtre de Macron. C'est le même. Il se ressemble à propos de Macron, justement, il a étonné récemment en parlant de l'islamisme séparatiste radical, qui est un danger fondamental. Est-ce que c'est pour retrouver une position un peu régalienne, reprendre une forme de hauteur ou recoller avec le peuple? Est-ce que c'est une manipulation? En tout cas, c'était heureux, la phrase. Je vais te dire, moi, je ne pense pas. Ah. Non, je pense que... Tu sais, je vais te raconter quelque chose. Il y avait les guerres de religion. Le duc de Guise, donc le chef du camp catholique, était fasciné par le protestantisme. Quand il y a eu le combat au moment de l'affaire Dreyfus, Barès, qui était donc un des chefs nationalistes, était convaincu que Dreyfus était innocent et était fasciné par le cosmopolitisme intellectuel. Les gens ne sont pas univoques. Je pense que Macron, et encore plus Brigitte, puisqu'elle vient de l'ancien monde, qu'elle est beaucoup plus âgée que lui, et donc elle a connu le monde qu'on a connu quand on était petit. Donc elle sait très bien ce qui s'est passé. Donc je dis pas ça méchamment, je dis pas ça pour me moquer. Je pourrais me moquer. C'est vrai, ça n'est pas du tout. Non mais c'est vrai, je pourrais me moquer, je me suis déjà moqué. De son côté petit garçon qui tient la main de sa maman. Je peux me moquer de ça. Mais là, je ne me moque pas. Parce que je pense qu'effectivement, c'est important. C'est important parce dans son enfance, elle a connu le monde, ce que je dis toujours, d'avant le regroupement familial. Je sais, je m'en souviens moi-même. Donc ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui a connu ce monde-là et quelqu'un qui n'a pas connu ça, n'a pas les mêmes réflexes. Donc je dis ça. Et une deuxième chose, un jour, je déjeune avec un ancien conseiller d'Hollande. On discute et en fait il m'avait appelé parce qu'il était enthousiaste par une de mes chroniques. À l'époque j'avais une chronique RTL et c'est plutôt dans le camp ce que tu appelles la gauche laïque. Donc c'est quelqu'un avec qui je peux m'entendre. Il n'est pas aussi déterminé que moi, il pense qu'on peut, avec la laïcité, régler la question de l'islam. Moi, je n'y crois pas, mais donc, voilà. Mais la discussion ne tourne pas autour de ça. Après, à un moment, il me dit, tu sais, quand on est à l'Élysée, et que il faut savoir qu'en France, c'est l'héritage napoléonien, tout remonte. Tout est centralisé. Donc, toutes les informations de tous les commissariats de police arrivent place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur donne la copie à l'Élysée.
J'ai même appris récemment par un ami qui est au Sénat que le président du Sénat aussi a la même chose, parce que le président du Sénat peut devenir président par intérim si jamais le président meurt ou démissionne, comme ça s'est passé avec nous. Bref. Donc en gros, ils savent tout. Merci. Ils n'ont aucune excuse. Merci. Et c'est pour ça que le type en question, qui était jeune, me dit, tu sais, quand on est à l'Élysée, qu'on voit tout ce qui arrive, on a l'impression d'être dans un pays en guerre. Cette phrase m'a marqué. Donc ça veut dire que c'est ce qui explique que Hollande dise « ça finira par une partition ». C'est ce qui explique que Collomb, ministre de l'Intérieur, quand il démissionne, dise « eh ben, les gens qui sont aujourd'hui côte à côte, ils seront bientôt face à face », parce qu'ils ont tout sous les yeux, et que la France est déjà en guerre civile larvée, et qu'il y a un ensauvagement, comme on dit aujourd'hui, phénoménal. Et que donc évidemment, tout ça, là, tout ce dossier qui arrive tous les jours, ben, ça arrive à l'Élysée. Tu sais, quand j'ai eu mon premier procès en 2011 pour avoir dit la plupart des délinquants sont arabes et noirs, Jean-Pierre Chevènement a eu la gentillesse d'écrire une lettre au tribunal pour me défendre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand on reçoit tous les soirs au ministère de l'Intérieur la liste de tous les actes de délinquance, tu te rends compte? Ils reçoivent tous les soirs la liste de tout ce qui se passe. Si tu veux, c'est une évidence, et il a dit, il a raison. Et Dieu sait si on voit ça au nom des gens arrêtés. Et Dieu sait s'il est intégrationniste, exactement. respectueux des identités. C'est pour ça que je te raconte ça. Je te dis ça parce que je pense qu'il y a un effet de réel, un effet de choc. C'est-à-dire que je pense que le type, Macron, pour ne pas le nommer, il est aux finances, il s'est occupé de la banque Rothschild, de la ministère des Finances. Il n'a jamais rien vu de tout ça. Il arrive à l'Élysée, tous les soirs, il a des papiers. Je pense que ça doit être sidérant. Donc il a une forme d'honnêteté intellectuelle de ne pas... Je pense qu'il l'a compris. Il l'a compris. Comme il a compris, on me dit qu'il en a assez que tous les pays qui nous envoient leurs clandestins, les immigrés, etc., ne les reprennent pas, qu'ils ne signent pas, tu sais, les fameux certificats. Et on m'a appris qu'il avait pris son téléphone lui-même pour appeler le roi du Maroc en personne, pour lui demander de faire cesser ce petit jeu. Et que depuis, les autorités marocaines ont cessé ce petit jeu et en reprennent. Tu vois, les gens sont plus complexes qu'on croit, c'est une évidence, on n'est pas là pour faire... Y compris toi, d'accord, d'ailleurs, parce que tu reconnais s'il fait des choses honnêtes. Je pense que tu comprends. C'est moi ou... Non, c'est moi. Oui. Moi, ça va? Je disais, y compris toi, tu es complexe, parce que tu peux reconnaître si Macron... Mais oui, mais parce que, je vais te dire, parce que je pense qu'il y a un décalage. Et ça, j'ai remarqué ça dans l'histoire, je t'ai dit, je te donne l'exemple du duc de Guise, je pourrais t'en donner des dizaines d'exemples comme ça. Il y a un décalage entre les personnes et les logiques historiques. Et Macron, il est dans un camp. Il est dans le camp des progressistes. Il ne peut pas, à moins de trahir son camp complètement, faire la vraie politique nécessaire à ce que lui-même a compris. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est soit on est le général de Gaulle, qui dit « je vous ai compris », et qui ensuite arrive au pouvoir sur le pavois des partisans de l'Algérie française, leur dit « vous dégagez et on donne l'Algérie, l'indépendance à l'Algérie, je m'en fous, c'est la guerre maintenant avec mes soutiens ». Ça, faut être le général de Gaulle. Pour le meilleur et pour le pire, hein. Je veux dire, humainement, c'est horrible ce qu'il fait. Mais politiquement, il ose affronter les gens qui l'ont mis au pouvoir. Mais est-ce qu'il pourrait faire ça, Macron, ce que souhaitait un peu de Villiers à un moment de Mais bien sûr, il pourrait le faire. Mais tout le monde peut le faire. Dire, sans être méchant, Sarkozy, il est élu sur le Karcher, il met Kouchner. Et pire encore. Dire, dans l'autre sens, ça se fait tout le temps. Ça se fait tout le temps. Donc un miracle est possible. Non, je ne pense pas. Non. Je pense qu'il n'osera pas, et d'ailleurs on l'a vu, là il aurait pu faire. Il n'osera pas le faire. Il n'osera pas le faire parce qu'il y a des logiques sociologiques, idéologiques, des soutiens, on parlait de l'alliance capitalisme, islam, tu vois, tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Lui aussi, il est soutenu par ces gens-là. Il est soutenu par des gens qui sont nos ennemis. Et donc, il n'osera pas affronter tout ça. Peut-être le petit pas, peut-être ne l'ose-t-il pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence, d'après moi, entre sa compréhension de ce qui se passe et la mesure des enjeux. Je pense qu'il n'osera pas, j'en ai par exemple
très frappé de ça. J'ai discuté avec ce conseiller, là, Ismaël Esmélien, là, qui a écrit son livre, et on a eu un débat sur Paris Première, pugnace mais courtois, parce que c'est pas des gens odieux, hein, bon. Et je les ai vus après, on a déjeuné ensemble, ils m'ont invité avec son collègue, c'était très sympathique, mais j'ai bien vu que quand moi je leur dis, parce qu'ils m'ont confirmé que Macron avait conscience de tout ça, et quand je leur dis, bah, les mesures elles sont assez simples, en rigolant, je leur dis, moi je fais le programme, hein, si vous voulez, hein. Fin du regroupement familial, fin du droit du sol, préférence nationale pour les allocations, moi je vous le fais, hein, je vous fais la liste. Et là, j'ai vu, et ils m'ont dit, ah mais non, mais ça c'est pas possible. Donc en fait, si tu veux, ils comprennent ce qui se passe, mais ils pensent qu'on n'a pas le droit de l'arrêter. Mais certains disent même que si des populistes, souverainistes ou patriotes arrivaient au pouvoir, ils ne pourraient pas le faire eux aussi. Ah. Que répondre à cela? Ils ne pourraient pas ou ils ne voudraient pas? Que les syndicats, les forces de gauche, d'extrême gauche, les casseurs, les préfets, les juges empêcheraient ça. D'abord. Comme en Italie, on D'abord les juges essaient de mettre en mais évidemment, mais moi j'ai toujours coutume de dire que la mère de toutes les batailles, c'est le fameux état de droit. Il faut expliquer aux gens que l'état de droit, ce n'est pas ce qu'on leur a dit. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas le droit, ce n'est pas la démocratie. C'est au contraire le gouvernement des juges, c'est l'oligarchie judiciaire qui gouverne en interprétant à sa guise des principes suprêmes. Mais ça, moi je me bats depuis des années. Tu sais, j'ai écrit en 1997 le coup d'état des juges. Tu as parlé de la QPC, de la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet de rendre... C'est mon grand combat depuis 20 ans. C'est le cœur du problème. Mais c'est le cœur du problème. C'est le cœur des démocraties occidentales. Voilà, c'est la discussion, la fameuse démocratie libérale. La démocratie libérale, c'est devenu un oxymore. Elle est libérale, mais elle n'est pas démocratique. Et c'est pour ça qu'on a maintenant la démocratie illibérale. Parce que la démocratie illibérale, je dis toujours que c'est la démocratie. C'est la démocratie d'antan. C'est-à-dire la démocratie où c'est la majorité qui gouverne. Et où ce n'est pas le juge, le banquier central, etc. C'est le peuple. C'est en tout cas la majorité. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, De Gaulle serait illibéral. Parce qu'il n'aurait jamais supporté que le juge gouverne. Vous savez, De Gaulle disait, d'abord il y a la France, ensuite il y a l'État, et ensuite le droit. Voilà. Moi, c'est ça l'ordre que je respecte. Aujourd'hui, on a mis la tour Eiffel à l'envers. On met le droit, après l'État, et en dernier la France. Et ça, je pense que Macron est incapable même de le concevoir. Mais quand on voit la difficulté du gouvernement en Italie lui-même à réaliser cette entreprise, est-ce que c'est seulement possible ou est-ce qu'il va falloir passer par des phases un peu radicales, puisque si on veut aller jusqu'à l'application réelle de la loi, mais au sens d'un État régalien qui défend son identité, son peuple, ses frontières, à partir d'un moment, il y aura une guerre avec les juges. Pas une guerre. Pas seulement avec les juges. Les médias, les universités. Est-ce seulement possible? En tout cas, là, on revient à la discussion de tout à l'heure. Mais si ce n'est pas possible, on est mort. Donc c'est possible. De Gaulle nous a appris que le volontarisme politique... Absolument, mais bon, tu sais, il y a une très belle phrase de Lamartine qui est dans l'histoire des Girondins. Et il dit, à chaque fois qu'une théorie est en contradiction avec la survie de la société, c'est que cette théorie est fausse, car la société est la vérité suprême. Intéressant. Alors, j'avais une question très importante qui nous fait changer un peu de thème, mais c'est lié aussi. Ce centre, monde multipolaire, est très attaché à la réconciliation entre le monde occidental, tel qu'on l'a défini de plusieurs manières, et la Russie post-soviétique. Comment expliquer cette obsession anti-russe que l'on voit partout, dans tous les pays occidentaux? Aujourd'hui, on ne diabolise même plus uniquement en disant facho, nazi, raciste. Avant, c'était classique, c'était la réduction à l'Hitléro. Maintenant, c'est la réduction à je ne sais pas comment on pourrait dire en latin, Russie. Voilà. Et comment expliquer? Est-ce que la Russie est un reproche vivant? Est-ce qu'elle a vraiment des torts? Pourquoi est-elle diabolisée à ce point? En quoi elle dérange Macworld à ce point? Alors, je pense qu'il y a trois grandes raisons. La première revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis
le début du XXe siècle, les États-Unis ont décidé de décentrer l'Occident, d'en prendre la tête et d'occidentaliser tout le continent. Donc ils ont commencé avec l'Angleterre, la France, l'Allemagne, et après les pays de l'Est, ce qu'on appelait les pays de l'Est dans notre jeunesse, et la Russie.